Bienvenue sur leur FM 100.9, nouvel épisode de Rendez-vous avec. Et rendez-vous avec cette semaine un invité de marque, Gilles, puisque nous avons dans les studios de leur FM, ni plus ni moins qu'Olivier Lejeune, himself. Bonjour Philippe, rendez-vous avec le rire je pense aujourd'hui. On a un invité qui n'est pas stéphanois et qui n'est pas ligérien, qui vient de Paris, c'est Olivier Lejeune, bonjour. Bonjour Gilles, ni plus ni moins, j'ai bien aimé la présentation. Ouais, on est à Saint-Etienne, donc chez nous c'est très sympathique, oui, c'est familier, c'est sympathique. D'ailleurs, la première question, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est une région que vous connaissiez, Saint-Etienne ? Oui, je suis venu plusieurs fois jouer et de la salle de la Comédie Saint-Etienne et puis au théâtre, le théâtre sur la hauteur, je sais plus comment il s'appelle, mais je suis venu jouer. Elle a souvent changé de nom, c'était la Maison de la Culture, oui. Maintenant c'est l'Opéra. Ah oui, et ben quelle belle salle. Et j'ai joué deux, dont d'ailleurs deux de mes pièces. Voilà, non, c'est une région formidable, c'est une région où il fait bon vivre, où la gourmandise peut l'emporter, et c'est une région où on prend des kilos, et une région dangereuse. Alors je ne vais pas vous faire des mystères, hein. Moi j'ai cherché beaucoup de choses sur vous pour vous poser des questions. La première c'est, peut-on vous qualifier de comédien ? Comment est née cette envie de jouer ? Ah, tout petit, déjà à l'âge de 5 ans, dans la cave de mes parents, on habitait Neuilly, j'avais transformé la cave en un petit théâtre. Donc c'est vraiment une passion depuis toujours. Je vais piquer les draps de ma mère, les vieilles lampes, les accessoires, et puis je faisais ma petite scène, mon propre théâtre imaginaire. Puis j'ai commencé à écrire des petites pièces. Je prenais un pseudonyme pour les montrer à mes copains, pour dire voilà, ça c'est un ami de ma mère qui a écrit ça. Ça doit être bien, parce que c'est un adulte, c'est un vieux qui a écrit ça. Est-ce qu'on peut le jouer ? Puis j'ai commencé au théâtre. Et ma première mise en scène à l'âge de 16 ans au lycée Pasteur, à Neuilly, c'était un petit théâtre en dessous du lycée. Ben écoutez, on avait quand même dans la distribution Christian Clavier, Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot. Donc c'est une passion, je crois, depuis tout le petit, mais ça c'est grâce, vous savez, on a en tant que parent, je dis ça on a une responsabilité, et ma mère et ma grand-mère qui m'a emmené à la Comédie Française quand j'avais 7-8 ans, me fait faire un petit smoking pour les soirées habillées du mardi soir, et ma petite maman qui m'a fait rencontrer des gens incroyables comme Salvador Dali, André Roussin qui était l'auteur à la mode, Ionesco, des monstres. Et quand vous avez la chance de rencontrer ces gens-là et que vous êtes un peu attiré par le spectacle, et ben du coup, la vocation semble. Voilà, j'avais le logiciel pour. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde veut être comédien ou tout le monde veut être célèbre. Mais la question qui me vient là, c'est est-ce que c'est plus facile quand on est né à Paris, quand on vit à Paris, pour réussir ? Oui, absolument. Alors c'est-à-dire que ce métier, vous avez, il y a vraiment, je pense qu'il y a, on disait toujours, il y a 50% de travail et 50% de chance, 50% de transpiration et 50% de rencontres. Il y a des tas de gens incroyables, qui ont des talents incroyables, qui n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer la personne et le déclic. Moi, j'ai eu le bonheur, après, d'entrer au conservatoire et de rencontrer Thierry Leluron, parce que j'ai gagné un concours de jeunes chansonniers, et le prix que j'ai gagné, c'est l'argent qu'il avait payé en dédit d'un procès qu'il venait de perdre contre un petit théâtre de 10 heures. Il devenait une star avec la chabanisation, et donc il a laissé 1 million de centimes, ce qui était de l'argent. J'étais encore élève au conservatoire. Il y a eu un concours chansonnier, j'ai écrit un sketch, et puis hop, avec ce sketch, après j'ai eu mon nom dans le journal, une ligne, Olivier Lejeune, jeune comédien, et Thierry Leluron m'a fait appeler au conservatoire un jour, j'étais en cours, je travaillais du Giraudoux, il dit c'est Thierry Leluron au téléphone, dis donc petit salopard, tu m'as piqué mon million de centimes, tu pourrais m'offrir un verre, et il vient me chercher avec sa grande Mercedes, double porte, et Mercedes 600 à l'époque, c'était les voitures des stars, avec TL peint sur la portière, il avait fait mettre ses initiales, et là je rencontre Paul Lederman, qui était le grand producteur, vous voyez, comme et Lederman qui a produit Coluche, qui produisait Les Inconnus, Claude François. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, Lederman me prend dans son équipe, j'écris un 45 tours, le fameux 45 qu'on écoutera peut-être tout à l'heure, dès que vous l'aviez retrouvé. On l'écoutera à la pause. Sous une tonne de poussière, forcément, 74, ça fait quand même 42 ans. Ouais. Donc voilà, tous ces déclics-là, j'aurais habité Saint-Etienne, peut-être que j'aurais fondé un théâtre ici, une compagnie, parce que quand on a vraiment l'envie, on y arrive. Mais je pense que c'est la passion. Ce métier, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, on demande des conseils, des parents, mon fils veut faire comédien, etc. Je crois qu'il faut être du côté de ceux qui créent, de ceux qui ne soyez pas celui qui attend que le téléphone sonne. Créez votre compagnie, essayez de trouver des auteurs si vous n'écrivez pas vous-même, créez votre propre spectacle. Soyez celui. Voilà, il faut pas attendre. C'est bien la phrase d'aujourd'hui, c'est jouer pour jouer et non pas jouer pour être célèbre. Ah oui, mais ça, la célébrité, si vous en faites votre moteur principal, c'est foutu, quoi. Regardez ces vedettes de télé-réalité qui retombent après dans l'anonymat et qui le vivent, parce qu'en fait, ils n'ont fait ça que pour ça. Vous osez dire le mot vedette? Moi, j'ai un peu honte de coller le mot vedette avec la télé-réalité, non?
Bah, c'est des vedettes, vous savez, c'est comme les papillons, les éphémères, tout d'un coup, hop, pouf, ça tombe. Parce que là, c'est vraiment la culture du vide ou du néant. Oui, mais bon, ça fait partie du jeu. Moi, je suis alors, puis en plus, dans ce métier, si vous voulez être heureux, soyez jamais jaloux du succès des autres. Au contraire, réjouissez-vous. Moi, il y a du travail pour tout le monde. On dit que les temps sont difficiles, c'est vrai. Mais si vous avez cette passion, tout ce qui est à côté va paraître, c'est pas grave. Pourtant, aujourd'hui, avec toutes les chaînes, avec tous les médias, il y a peut-être plus de travail pour justement les comédiens, non? Il y a de plus en plus de pièces, il y a de plus en plus de créations. Oui, mais du coup, ça disperse le public. C'est-à-dire que commercialement, à Paris, maintenant, il y a quasiment 2 ou 3 spectacles par théâtre. Vous avez plus de 800 spectacles tous les soirs. 800 spectacles. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est énorme. L'autre jour, j'avais presque fait un compte avec un copain, c'était 780 spectacles. Si vous comptez les petites salles, les petits cafés-théâtres, les livres des rideaux, etc., c'est énorme. Et en plus, ça a été prouvé par les chiffres, parce que en tant qu'auteur et producteur, je reçois tous les bulletins de la SACD, Société des auteurs compositeurs dramatiques. En 10 ans, le théâtre a perdu, à Paris en tout cas, un tiers de sa clientèle. C'est énorme. Et alors peut-être des gens découragés. En plus en ce moment l'actualité, on sait que depuis qu'il y a eu les attentats, depuis novembre, là on a encore reperdu 30%. C'est-à-dire que les gens ne bougent plus, la province vient difficilement à Paris, les touristes évitent un peu la capitale. Donc c'est une période vraiment difficile pour les artistes, mais il faut garder le moteur. Alors évidemment, on sent, c'est incroyable, il y a un gros coup dur. Ben là, les attentats de Bruxelles récemment, ça se ressent tout de suite dans le spectacle. Mais après, c'est comme vous disiez, les théâtres n'ont jamais été aussi pleins que pendant la guerre. Souvent cette phrase-là, j'entendais quand j'étais petit, ma grand-mère me disait « Oh là, les gens ont envie de se distraire ». Oui, après la vie reprend. C'est incroyable. C'est-à-dire que même dans les réfugiés, même par exemple dans les camps de gens difficiles à Calais, je sais qu'ils font des fêtes. J'ai un copain qui est assisté. Il y en a certains qui se dévouent pour faire un petit spectacle. Il y a toujours des plus courageux, enfin pas courageux, mais allez, il faut quand même distraire. Ouais. J'ai envie de vous dire, la vie reprend le dessus. Oui, c'est ça, tout à fait. Et là, forcément, le rire. Ben oui. Le rire est un calmant naturel. Le rire, on devrait être, nous, ceux qui arrivent à faire rire, être remboursés par la sécurité sociale. J'allais vous citer cette phrase. Parce que le rire, en fait, qu'il soit mécanique, c'est-à-dire le rire forcé. Comme je vous le fais. Moi, je donne des cours, j'ai une école de théâtre en Suisse, etc. Donc, j'enseigne à mes élèves souvent cette fameuse rirothérapie, mais que j'ai pratiquée maintenant et qui est devenue à la mode. Maintenant, il y a des clubs du rire un peu partout. Les gens se réunissent pour 10 € pendant 20 minutes, parce qu'avant, on riait, paraît-il, 20 minutes par jour. Et maintenant, il paraît que cette moyenne nationale est tombée à 3 minutes. Mais le rire pour la santé, c'est extraordinaire. Ça libère des endorphines, qui est un calmant naturel. Par exemple, moi je dis toujours, vous vous coincez le doigt dans une porte. Au lieu de faire « Ah !» et d'être furieux contre vous, moi, mon mécanisme, l'autre jour, il y a une voiture qui est passée dans une flaque d'eau, elle m'a complètement aspergé. J'allais entrer en scène au cabaret, mais la première truc, c'est la haine. Et ben non, j'ai hurlé de rire. Je me dis, ça va te calmer. Et du coup, les gens qui ont vu la scène disent, ce mec, il doit être bonnet, parce que quoi, il se fait pourrir avec son beau costume, il est prendre en scène, et il rigole. Ben oui, il y a que ça à faire. Mais justement, ça m'amène une question fondamentale. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Alors oui, bon, puis il y a des preuves utilisées, mais pas avec n'importe qui. Ça, c'est des limites que vous vous fixez vous-même. Là, par exemple, hier soir, l'autre soir, j'avais beaucoup d'enfants dans la salle, et du coup, tu dis, oh là, ça, je vais peut-être pas pouvoir aller le dire, ça non. Bon, en fait, il faut. Je pense que cette question touche plus ceux qui font de l'humour noir par rapport aux actualités dramatiques récentes. Si on considère l'humour comme un jeu d'esprit, trouver la formule qui résume bien une situation, ça devient en effet un jeu d'esprit, et à la limite on peut pardonner s'il y a peut-être une petite faute de goût. Parce que je pense que là où il ne faut pas aller, du coup, c'est quand ça touche un vrai malaise. Par exemple, moi, je ne pourrais jamais rire. Parce que le rire, en fait, c'est terrible. C'est une arme diabolique parce que ça dédiabolise et ça dédramatise des choses qui ne doivent pas parfois être dédramatisées. Par exemple, moi, je ne rirai jamais, je ne ferai jamais une plaisanterie sur les hommes qui battent leurs femmes. J'en connais de mes copains qui le font. C'est parce que c'est prêter la confiance. J'ai failli me faire casser la gueule un jour dans un cinéma.
où il y avait un film belge, d'ailleurs un film qui a eu beaucoup de succès, le titre ne me revient pas, c'est idiot, je cherche tout de suite, Benoît Poelvoorde, où on voyait un type arracher un sac à main dans la rue, et puis il y avait la pauvre vieille dame qui se défendait, et puis après il étouffait la dame avec un oreiller. Et dans la salle, les gens hurlaient de rire et applaudissaient. Noir et blanc, si mes souvenirs, c'est arrivé près de chez vous, quelque chose comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais moi j'étais scandalisé. Pourtant je suis humoriste. Et je me disais, mais voilà, en plus, vous voyez, les gars, c'était des gros durs à cuire qui étaient dans la salle avec des blousons de cuir, des tatouages. Ils avaient presque une bière dans la main. Et je me disais, mais voilà, ils vont sortir du cinéma, ils vont le faire. C'est vrai, ils viennent d'applaudir, ils trouvent ça marrant. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui me choquent et Dieu sait pourtant si je suis pas pudique. On a peut-être tous des valeurs différentes, voilà. Oui. Et puis des limites. On parlait de théâtre, on parlait de jouer, et vu d'ici de province, est-ce qu'il y a une différence sur Paris entre le théâtre subventionné, comme on appelle ça, et le théâtre privé? Est-ce que c'est deux familles différentes, c'est des milieux qui se côtoient, ou c'est deux choses complètement opposées? Ah, c'est quasiment deux familles. Moi, souvent, quand j'étais au conservatoire, j'ai eu la chance d'avoir un prix de comédie, et on m'a à un moment évoqué d'entrer à la Comédie Française, donc je serais rentré dans le circuit des théâtres publics, mais j'ai tout de suite eu la chance dans le music hall, donc j'ai tout de suite... Mais bon, ce qui m'empêche pas de revenir jouer des classiques, un Guitry les mois derniers, bon bref. Mais c'est vraiment deux familles différentes parce que le théâtre privé, c'est c'est struggle for life. C'est-à-dire que il faut vraiment se battre pour la survie. Et on dit souvent que les comédiens du théâtre subventionné ont une espèce de confort. Et c'est vrai, mais ça n'enlève rien à leur talent. Après, c'est une question de budget. C'est vrai que parfois, il y a des sommes folles qui sont dépensées pour recueillir 40-50 personnes dans une salle déserte, avec des décors incroyables, alors que dans le théâtre privé, moi qui produis maintenant pour le théâtre et qui ai produit plusieurs pièces, c'est vraiment, on doit compter, on doit être des grippe-sous, trésoriers. Des comptables? Oui, quasiment. Et alors, il y a quand même le fonds de soutien, mais ça c'est... Petite cuisine. Le fonds de soutien, c'est la taxe. Quand on fait un spectacle, dans toute la France, il y a une taxe de 3,5% de la recette qui est prélevée et qui va nourrir un fonds de soutien. Le fonds de soutien, c'est quand même une aide au théâtre privé. Donc, c'est quand même le seul moment où le théâtre public transvase vers le privé. C'est-à-dire que, ce fonds de soutien, quand vous faites partie du club, c'est une sorte de syndicat des théâtres privés, mais il y en a en province, il n'y en a que un. C'est le Théâtre de Lyon, Théâtre Tête d'Or, qui est dirigé maintenant très bien d'ailleurs par Pascal Héritier et Bruno D'Avenzo, auquel j'ai beaucoup joué au Théâtre Tête d'Or. Donc voilà, c'est le seul qui fait partie du club. Donc c'est-à-dire, en cas de déficit, ce fonds de soutien vous rembourse un petit peu de vos pertes, mais c'est tout. En tant que chansonnier, Salvatore Dali disait de vous à vos débuts, il fait œuvre de décrétinisation. Avez-vous réussi? Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, Gilles, c'est que vous avez réussi à le dire sans bafouiller. Et ça, c'est un exploit. Et ça, c'est un exploit, parce que quand je réécoute mes émissions, je bafouille souvent, et ça me pose du chagrin. Décrétinisation, c'est un exercice de diction comme petit pot de beurre, quand tes petits pots de beurre riseras-tu? Ah, j'y arriverai pas, celui-là. Des petits pots de beurre riserais, quand tous les petits pots de beurre, c'est des petits pots de beurre riseront. Voilà. Mais oui, ça aussi, c'est grâce à ma petite maman, ce Salvador Dali, quelle journée incroyable. Et j'ai passé 2-3 journées avec lui. En fait, parce qu'à l'époque, je démarrais, j'étais au conservatoire, et c'était André Malraux, le ministre de la Culture. Et Salvador Dali avait une haine féroce d'André Malraux. Et un jour, on me téléphone, parce que ma mère avait dit au capitaine, le secrétaire de Dali, mon fils est chansonnier, enfin il est un jeune chansonnier, il démarre, enfin, peut-être pas, il serait ravi de rencontrer le maître. Et puis on lui a dit, le capitaine est en spectacle, il fait, oh là là, Salvador Dali j'avais une phrase méchante sur André Malraux, je ne sais même plus ce que je disais d'ailleurs. Et elle me dit, écoutez, demain matin, pour mettre de bonne humeur monsieur Salvador Dali, venez à son hôtel, à son réveil, dans sa chambre. Vous lui direz vos bêtises sur André Malraux, ça le mettra de bonne humeur pour la journée. Je me dis quand même, j'ai un truc, ça dure même pas 40 secondes, donc je travaille un peu pendant 2-3 heures, j'essaye de gonfler un petit chapitre anti-Malraux, et ce qui est incroyable, c'est que donc le lendemain matin, voilà à l'hôtel, la cour, Amanda Lear, qui était sa maîtresse de l'époque, qui avait la canne, je sais Amanda Lear, je la connais depuis X années, et puis après, ça y est, le maître est réveillé, on me pousse dans la chambre de Dali, mais alors là, comme dans un film, on aurait dit le bourgeois gentilhomme, robe de chambre chamoirée, et c'était l'époque poilane, c'est-à-dire toute la chambre était en pain, le lit était en pain, il y avait de la farine partout, l'armoire était en pain, et tout le monde me regarde, qui c'est ce petit genou là? Et on dit, c'est celui qui dit du mal d'André Malraux. Et alors, Salvador Dali,
majestueux, dit jeune homme, dites du mal d'André Malraux et Salvador sera heureux. Et donc me voilà tremblant, je fais une première bêtise, aucun rire, une deuxième, ça commence à frémir, la cour commence à frémir, ce que la cour attendait, que le maître rigole, et tout d'un coup, bon alors voilà, je fais, tout le monde applaudit. Et alors, il s'approche de moi et il me dit, bon, après, il a dit cette fameuse phrase, vous ferez œuvre de décrétinisation, ce qui est vraiment un mot à la saveur d'Ali. Et il me dit, et là, il arrache un morceau de son lit. Le montant du lit était en pain poilane. C'était vraiment à l'époque. Après, il a rempli sa piscine de Coca-Cola. C'était incroyable. Et donc, il m'arrache un morceau de son lit. Et il dit, tenez, vous pourrez dire que vous avez eu un morceau du lit de Salvador Dali. Et il donne cette espèce de croûte. Et il m'a emmené avec lui toute la journée chez La Serre, qui était le grand restaurant. Et alors, il y avait Salvador Dali, il y avait Amanda Lear, il y avait Gala, la femme de Salvador, le petit gigolo, 4, et moi j'étais en bout de table, comme ça, et puis je voyais Gala, la femme, qui était une espèce de petit pruneau espagnol, femme très sèche qui donnait des dollars à son petit gigolo, et puis voilà, puis moi j'étais témoin de ça, mais c'est des journées surréalistes. Ça, c'est des souvenirs, hein. Oh, ouais. Entre le théâtre, l'écriture, la mise en scène ou encore le musical, est-ce le même métier d'abord et lequel préférez-vous? Ah, c'est une bonne... Mais dis donc, Gilles, alors vous avez bien préparé vos questions. Oh, j'ai mis 5 minutes environ. Bah, chapeau, non, il y a une belle recherche là. C'est difficile de choisir parce que je suis un jouisseur, je suis un épicurien, je suis étant du signe du taureau. Ah, vous êtes taureau, moi aussi? Oui, du mois de mai? Oui, 12. 15. Bon, alors, c'est moi, tu nais 3 jours Et derrière, avant. Philippe nous dit qu'il est du 6. C'est pas vrai. On est entouré de taureaux, attention les cornes. Ah oui, pour ça, oui, on a eu du mal à marcher, il y avait des cornes partout. Alors Olivier, vous savez que le 12 mai à Saint-Étienne, c'est une date hyper importante. Ah bon? Ah bah oui, le 12 mai 1976, on s'en remet toujours pas que les poteaux étaient carrés en Écosse. Vous avez quand même un souvenir de la finale des Verts en 76. Glasgow. Vous êtes dans le temple ici. 12 mai 1976. Mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un tapis vert ici, là, sur lequel nous On a même fait l'affiche en vert. Donc il y a 40 ans tout juste. Ah oui, c'est vrai. Enfin, le 12 mai. Et il y aura une grande fête à cette occasion, le 13 mai à Saint-Étienne. Bon alors, je vais venir me promener avec des copains. J'ai dit, t'as vu cette ville, comme elle-même? Bah écoutez, tout à l'heure, on a parlé d'Amanda Lear. Si vous me l'amenez, là, je vous fais, je sais pas, allez, je vous fais une bise sur la joue. C'est vrai? Ah, vous êtes fan? Ah bah Amanda Lear, j'aimerais bien la recevoir si c'était possible un jour. Bah mais c'est formidable parce que j'étais un des premiers à lui dire, un jour tu feras du théâtre. Parce que tu es formidable et que j'ai écrit beaucoup de sketchs pour elle dans des grosses têtes télé. Beaucoup bossé avec Philippe Bouvard. Et donc, voilà. Et elle est formidable. En ce moment, elle joue Panique au Ministère 2 au Théâtre de la Michaudière. Si vous allez sur Paris, allez la voir. Elle a vraiment, je dirais, elle pique. Non, parce que c'est ce qu'on a souvent dit que c'était un homme. Bon, alors mon plaisir préféré. Lequel préférez-vous entre le théâtre, l'écriture, la mise en scène, le musical, enfin tout ce qui fait votre passion, votre métier? J'aime tout, c'est ça le drame, et c'est pour ça que je suis parfois un peu fatigué, parce que j'ai 50 000 activités que j'essaye de fournir partout. Peut-être que s'il y avait le plaisir le plus jouissif, c'est en un le plaisir de l'auteur. C'est-à-dire de voir une salle entière rire, même si vous n'êtes pas sur scène, d'être au fond de la salle et de voir les gens beaucoup rire et applaudir des répliques. Là, il y a un plaisir. Vous dites, ben voilà, toutes ces nuits blanches, tous ces moments de doute, j'ai pas travaillé pour rien. Là, vraiment, je crois que le plaisir de l'auteur, c'est le supérieur. Après, il y a le plaisir du comédien. Mais j'ai eu ce bonheur extraordinaire de jouer, par exemple, ma première pièce, Tout bascule, avec Marthe Mercadier, pour qui j'avais joué, une pièce qui va repartir en tournée la saison prochaine. Je dis ça comme ça aussi, encore, voilà, avec Grâce de Capitani, entre autres. Donc, à la fois, quand vous êtes, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu ce privilège-là. Robert Lamoureux, Josiane Balasco, certains aussi, la troupe du Splendide, mais d'être à la fois l'auteur, le metteur en scène, le producteur et le comédien, et de voir que ça fonctionne. Là, vous cumulez tout en même temps. C'est un bonheur total. Ah là, c'est formidable. Et comment vous en êtes venu à écrire des pièces? Vous ne trouviez pas votre bonheur dans celles qui étaient déjà existantes? Bien sûr que je trouvais mon bonheur, mais bien sûr. Mais c'est parce que j'ai toujours été créatif depuis l'âge de 6-7 ans, et puis que, mine de rien, c'est
Robert Lamoureux, que j'ai remplacé un jour au pied levé parce que j'ai donc des facilités pour mémoriser, et qui m'a dit, mais le seul moyen de devenir riche au théâtre, eh ben, c'est d'être auteur. Et c'est vrai, là j'en suis à ma 8e pièce en tant qu'auteur. Ça fait un fonds de commerce, c'est-à-dire que beaucoup de troupes amateurs se mettent à jouer vos pièces. Je suis joué dans 4-5 pays en ce moment. En ce moment, j'ai une pièce qui tourne en Italie, j'en ai une en Espagne, une qui est... Hélas, je dis hélas parce qu'il y a eu un attentat à Ankara en Turquie, où j'étais invité, etc. Donc tout ça, ça fait des petits ruisseaux, et qu'en fin de compte, ça fait un patrimoine à vos enfants. Il y en a qui construisent des maisons, qui achètent des appartements. Moi, je construis des pièces. Alors moi, je vous ai découvert en 1974 dans votre duo d'humoristes avec Patrick Green et la parodie Pot pour rire, Monsieur le Président. Est-ce qu'à l'époque, contrairement aux impressions, on était plus libre ? Et pourriez-vous refaire ce genre de parodie aujourd'hui ? Bonne question encore. Oh là, il marque des points, le Gilles. On va lui confier une émission. Écoutez... Philippe, vous avez noté, il faudra penser à l'augmentation. Hein. Et quand je dis augmentation, c'est plus de temps, c'est pas plus d'argent. Oui. Non, on pourrait pas... Enfin, Paul Lederman, qui aujourd'hui est très fatigué, qui a fait un triple pontage encore il y a peu de temps. 20 fois, on lui a dit, Paul, avec Patrick Green, je me suis séparé. En fait, le duo, il a duré 11 ans. Pourquoi s'est-on séparés ? Il y a eu des problèmes relationnels entre Patrick et moi. C'est un être difficile. D'ailleurs, il a eu des soucis après, je dirais... souvent, on me dit, souvent, les gens, au départ, nous confondaient avec les frères ennemis. Ils disent, oui, c'est votre partenaire qui a disparu. Non, je dis ça, c'est les frères ennemis. Le mien a disparu, il est parti en prison. Mais comme je le dis, parce qu'il l'a avoué, il a fait des escroqueries, il a détourné de l'argent dans des banques. Après, il a eu des problèmes avec une petite gonzesse il y a peu de temps qui lui a refait encore un an et demi à l'ombre. Il est ressorti de prison il y a 1 an, donc quand même à son âge, parce qu'il est plus âgé que moi. Enfin bref, donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que pour avoir maintenant, pour faire le même principe de ce pot pour rire, il faudrait avoir l'autorisation de l'interprète. Par exemple, si on dit là, ils vont dire, non, vous n'avez pas parlé de Le Pen sur ma chanson. Bon, tout à fait, du parolier, du musicien et de l'éditeur. Et c'est un parcours juridique. À l'époque, on l'a fait comme ça, sans aucune autorisation. Simplement, on se tape dans la main. Barclay avait dit à Lederman, ok. Puis après, Barclay a fait un procès quand il a vu le succès du disque. Donc, Lederman a payé 25 millions de centimes. À l'époque, c'était beaucoup d'argent à Barclay pour calmer ce qu'on avait à Aznavour. On avait pris des titres comme ça. On a fait ça comme ça à l'âge, quoi. Comme un gag. Et puis non, alors là maintenant... Ce qui veut dire qu'avec 40 ans de recul et maintenant 40 ans de plus, on est moins libre qu'avant. Ah oui, parce que maintenant tout le monde essaye de profiter de la moindre petite chose. Et puis, je sais pas, peut-être que... En tout cas, il faut avoir l'inconscience de la jeunesse. Et peut-être qu'on ne l'a plus, hélas. Alors on va faire notre petite pause comme chaque fois dans cette émission et aujourd'hui on va être original, on va écouter Pot pour rire, Monsieur le Président. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, tiens, chouette, Monsieur le Président. Vous êtes bien sur Loire FM 100.9, la suite, parce que là ça nous a replongé quand même une quarantaine d'années derrière nous. Mais vous n'étiez pas né, oh là là, qu'est-ce que vous me racontez moi j'avais déjà quelques années. Il y avait déjà des dinosaures dans les jardins de Saint-Étienne. Absolument. Et là, la suite avec Olivier Lejeune, Gilles. Tout à fait, Olivier Lejeune, encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce rendez-vous avec. Alors, on a parlé de beaucoup de choses et on va revenir encore une fois à l'écriture. Quels sont les sujets qui vous inspirent ? Y a-t-il des situations, des personnes qui vous inspirent ? Oui, on dit toujours que les auteurs de boulevard... Parce qu'en fait, je me suis inspiré, quand j'ai eu la chance de jouer une pièce qui s'appelle Le Vison Voyageur de Cooney Chapman, c'est les 2 vaudevillistes vivants les plus joués dans le monde entier. Ils ont à peu près dans 80 pays et ils sont devenus richissimes. Comme je vous disais, c'est vrai que le fait d'écrire pour le théâtre était un moyen de bien faire vivre sa famille. Donc après, je me suis dit, j'ai essayé d'étudier la recette de leur succès. Et la recette de leur succès, c'est en fait, ils n'ont... Comme dans l'Antiquité, quand on apprenait à écrire, il y a la règle des 3 unités. Unité de temps, unité de lieu et unité d'action. Et de prendre... Eux, c'est toujours la même chose. Ils partent dans une situation déjà d'urgence. Il n'y a pas d'arrêt, on ne s'arrête pas. À la fin du premier acte, on se retrouve le lendemain, on fume une cigarette, on prend le petit déjeuner, on repart mollasson. Non, on part d'une situation difficile et après on essaye de monter en montant. C'est très compliqué, mine de rien, de garder l'attention du spectateur. Bon, et j'ai mis presque 3 ans pour écrire ma première pièce, Tout bascule, je l'ai réécrite 17 fois.
Je faisais des lectures avec des comédiens, et puis j'ai eu la chance tout de suite de trouver un producteur, un théâtre, et ça a été un énorme succès. On l'a joué 1200 fois. Je vous dis, celle-là, elle est jouée dans pas mal de pays, et on la reprend donc la saison prochaine. Elle n'a pas été montée depuis 10-12 ans. Et c'est marrant, en l'écrivant, je dirais, cette pièce-là, elle va nourrir mes enfants. Et j'avais pas tort. Donc, c'est vraiment... Alors, les personnages, oui, bien sûr. Je ne vais pas dire que j'étais un modèle de fidélité conjugale. Ma femme a fermé les yeux plusieurs fois. Donc c'est vrai que les vaudevilles, c'est ça. Alors quand j'ai fait lire à ma mère, je parle beaucoup de ma mère parce qu'en ce moment je suis très proche d'elle et elle est un peu fatiguée. Et c'est drôle parce que quand vous êtes jeune et que vous débutez, vous faites lire à vos parents. Et ma mère m'a dit, mais c'est qu'une question de coucherie ta pièce. Mais j'ai dit, mais maman, mais le théâtre depuis l'Antiquité, c'est qu'une question de coucherie, une question d'amour, même dans Phèdre, Racine, etc. Des problèmes d'inceste, des problèmes, le sexe a toujours été le moteur du théâtre. Le théâtre, c'est quoi? Le théâtre, c'est du conflit. Du théâtre ou de la vie? De la vie, les deux, mon général. Donc c'est vrai, sans conflit, il n'y a pas de pièce. Donc, même chose. Si tout le monde est d'accord dans une pièce, vous allez emmerder le public, quoi. Donc, voilà. Donc tout ça, c'est une analyse, oui, on pioche dans sa vie beaucoup de choses, beaucoup de personnages. Et là, je prends toujours des notes. Parfois, je me réveille la nuit, j'ai un petit calepin sur parce qu'après, à chaque fois, je me dis, comme j'ai une bonne mémoire, je m'en souviendrai demain matin. Que de choses marrantes où je me suis marré dans la nuit. Mais souvent, quand je note maintenant et que je regarde le lendemain matin, je dis, ça t'a fait rire, ça? On a parlé tout à l'heure de Salvatore Dali. Est-ce qu'il y a des personnages ou des personnes que vous avez rencontrés qui vous ont marqué et qui vous ont influencé? Ah oui, c'est une très bonne question aussi. On a tous des mentors. On a tous des gens qui m'ont impressionné. Je dirais que dans le métier, si je devais sortir 3 noms qui ont été très importants, 4 noms, j'en sortir 4. Jean Meyer, qui a été mon professeur au conservatoire, qui a dirigé à Lyon le Théâtre des Célestins, j'ai été un des chouchous. Je suis venu à Lyon jouer. Quand vous êtes jeune comédien, c'était un professeur très difficile. Il était l'élève de Louis Jouvet. Et donc, il était réputé pour être très intransigeant, très pointilleux. Je faisais partie donc de ses chouchous. Il m'a fait jouer les plus grands rôles qu'un jeune comédien, quand il démarre, que ce soit le comte Almaviva, du Barbier de Séville, etc. Bon, Giraudoux, Musset, Shakespeare. J'ai tout joué grâce à lui à Lyon, qui était un théâtre d'abonnement, les Célestins. Donc, on jouait 3-4 pièces par an et à chaque fois, j'avais les premiers rôles. Merveille. Après, autre personne qui m'a influencé, le Guy Lux, avec qui j'ai eu des rapports, je veux dire, comme de père à fils. Il aimait mon côté créatif, il était très créatif et c'était un vrai soleil. Donc il m'a fait jouer toutes les grandes émissions de variété, ce qui m'a fait connaître la classe pendant 7 ans. J'ai fait des jeux, j'ai été créateur de jeux de société, de jeux télé. Avec lui, j'ai travaillé aussi en sous-main pour Interville. Le troisième, c'est Philippe Bouvard. Bouvard qui est venu me piquer chez Guy Lux, un moment pour faire le petit théâtre de Bouvard. Et puis après, Bouvard, j'ai travaillé pour les grosses têtes, j'ai écrit quasiment tous les sketchs des grosses têtes télé, etc. Bouvard m'a impressionné par son professionnalisme, son énorme travailleur, très dur humainement. Un jour, il vous dit, vous êtes le meilleur, et le lendemain, devant tout le monde, il dit, mais vous n'êtes que de la merde, vous savez pas écrire, et puis dans la nuit, il vous appelle, il dit, il me manque 6 sketchs, et puis Olivier, je sais que vous avez la force de travail, vous allez me les faire. Le lendemain, il dit, c'est formidable. 2 jours après, il vous dit, mais vous êtes un nul. Donc, c'était les montagnes russes. J'étais fait les grosses têtes radio pendant 3 ans. J'étais terrorisé à chaque fois. C'était un calvaire. Je n'osais pas dire non. En plus, c'était bien payé. Ça me médiatisait. Mais à chaque fois, j'avais peur de prendre un coup dans la gueule. Donc, j'étais pas à l'aise. Et le 4e, pour qui j'ai une affection, mais une admiration sans borne, c'est Patrick Sébastien. Parce que très grand créatif, homme à très grande sensibilité. Dans l'année, le travail qu'il abat, la vie qu'il mène, il écrit des livres. Quand le livre sur Tu m'appelles en arrivant sur la mort de sa mère, mais faut le lire, c'est un exemple de sensibilité. Bien sûr, on voit l'homme qui fait tourner les serviettes, mais c'est le côté populaire. Mais il écrit ici, on aime les gens populaires. Saint-Étienne, c'est une ville du peuple, donc on est en plein dans le sujet. Il n'a pas d'égal, Patrick. Il n'a pas d'égal je dirais, dans les grands animateurs vivants. J'aime bien Nagui, j'adore Jean-Luc Reichmann, même s'il a un ego, un nombril incroyable, mais c'est un type charmant, sympathique. Alors, si on peut en faire un petit clin d'œil, vous avez parlé d'RTL, vous avez parlé de la classe. Moi, j'étais totalement fan d'un monsieur que j'ai toujours adoré, c'est Fabrice.
Ah et oui. Et qui avait un talent extraordinaire. Formidable, grand animateur, mais pas créatif. Non, mais Patrick, il est tout. Ouais. Mais c'est vrai, puisque mon idole de toujours, ça a été Sacha Guitry. Mais un mec comme Sébastien, je veux pas dire que c'est un Guitry, mais il a la démarche d'un Guitry. Il va écrire toute la nuit. Il a écrit une pièce qui m'a honoré, je l'ai mise en scène, Le Secret des Cigales, qui était en tournée cette année. Il a écrit dans une semaine, c'est un hommage à Marcel Pagnol. Ce type est un caméléon. Il prend le style qu'il veut. Il peut écrire un policier, il peut écrire un livre d'amour. Son livre, lisez-le là, qui vient de sortir. Vraiment, le sens des formules, le goût des tomates mûres. C'est le dernier livre de Patrick qui là, il sort. Et là, la semaine dernière, chez Ruquier, il y a eu un scandale avec Yann Moix et Léa Salamé parce qu'ils se laissaient payer. Parce que ces gens-là qui viennent toujours critiquer, qui ne savent pas ce que c'est. Une émission de télé, Gilles, vous le savez, vous avez préparé comme une pièce de théâtre, votre émission. C'est un spectacle qui se donne. Trop d'animateurs pensent, il faut construire. Mais Patrick, il sait construire le succès de ses émissions télé. Il sait mettre de la paillette, il sait réinvestir. Non, c'est un, voilà. Donc voilà les 4 noms. Meyer, voilà, mon petit Guy Lux, mon Bouvard et mon Patrick Sébastien. Moi, j'ai envie de vous dire que le grand public vous a découvert dans les années 80. Dans l'émission, justement, on en parle à l'instant de TV La Classe. Comment étiez-vous arrivé dans cette aventure, si on peut dire 2-3 petits mots sur cette émission, qui justement était très populaire? Mais vous savez, quand vous faites une émission, quand vous n'êtes pas une grosse vedette, je veux dire, je suis un second couteau qui a toujours très bien travaillé et vous avez plusieurs couches successives. Les gens disent, vous ont découvert. C'est drôle quand on dit, vous avez démarré à La Classe. Ouais, non, attends, à La Classe, c'était en 87. Je suis né en 51, j'avais déjà 36 ans, j'avais déjà vendu des millions de disques, j'avais fait déjà 15 pièces, j'avais déjà. Donc, non, alors, il y a une couche qui m'a connu, peut-être, puis une couche qui m'a oublié. Et puis, donc, une recouche, si je puis dire. C'est comme quand vous repeignez un mur. Mais, oui, 87, 93, comment je suis arrivé là-dedans? Guy Lux m'a appelé, avec qui j'étais très copain, je partais en vacances avec lui, on a fait des tas de concepts, d'émissions. Alors, il m'a piqué 2-3 idées qui l'ont bien enrichi, le salaud. mais c'est comme ça, quand vous êtes jeune créatif. Bon. Et parce qu'à l'époque, c'était une mode courante. Vous aviez les bons producteurs des renards, ils faisaient venir les gens qui avaient des idées, un bon déjeuner. Alors, qu'est-ce que t'as dans... Et puis après, pouf, vous voyez votre idée qui faisait une émission. Bon, j'ai eu comme ça Laure à l'appel, qu'on m'a piqué, fait le coup du téléphone, et puis bon, c'est une autre histoire douloureuse, c'est qui est qui, un jeu télé que j'avais inventé pour Canal+, et qui m'a été volé après. Mais un jour, j'écrirai un livre, je réglerai mes comptes. Mais donc, pour en revenir à votre question, un jour, Guy Lux, il me dit, j'ai rendez-vous avec... Sabine Mignot, voilà, le nom m'est revenu, qui n'est plus de ce monde, hélas, qui était la directrice des divertissements sur France 3. Tout à fait. Et Sabine, voilà, il me dit, alors on a fait une réunion de travail, il a pris un dossier, il a pris 15 000 pages où c'était ses impôts, c'était un listing, il a mis une feuille par-dessus, voilà, une équipe de rigolos, et puis on avait fait la charte des caractères, la nymphomane, le Conque, le Fayot, il m'a dit tu feras très bien le Fayot, le professeur, à l'époque il n'était pas question de Fabrice, le belâtre, l'idiot du village, enfin bon bref, etc. C'est là qu'on a découvert Jean-Marie Bigard. Oui, Jean-Marie Bigard, alors là aussi, c'est pour ça que je suis resté très copain. Écoutez, les deux, c'est moi qui les ai vraiment aidés à rentrer, d'ailleurs ils m'en ont toujours été grâce. Bigard, il passait des auditions à n'en plus finir, parce que c'est toujours, ça se terminait par une grosse vulgarité. Et donc il y avait une ex-maîtresse de Guy Lux qui faisait passer les auditions à chaque fois. Elle ne le supportait pas, elle était très poupoute, machin. Et j'avais appelé Guy Lux, j'ai dit, écoute Guy, t'es pas là pour les auditions, mais il y a un mec qui est drôle. Bon, évidemment, à chaque fois, c'est Sandra Blacher disait, oh non, c'est vulgaire, on fait pas ça dans le public. J'ai dit, le Bigard, bon. Et Lagaffe, il venait du Club Med aussi, et on arrive à le pousser avec plusieurs, disant, tu verras. Et le premier sketch qu'il fait à l'enregistrement, ça se passait pas mal, il raconte une blague d'une tombola et la chute du sketch de Lagaffe. Tout est bien, tout le monde riait, Fabrice riait, Guy Lux était là sur les côtés, et puis la chute, c'est bon, excusez-moi de la grossièreté de ce que je vais dire, et c'était une bonne sœur, et ça tenait, le premier lot, la bonne sœur, je la nique. Et alors là, Renette qui fait couper. Et Fabrice comment? Parce que Fabrice était très rayeur. Il pleure de rire du culot du mec et la gaffe virée. Et puis après, tout le monde dit c'est dommage. Et puis on refait virer la gaffe.
Et la gaffe refait la même blague, mais il change sa chute. Et puis après, il a fait voilà. C'est vous qui avez réécrit la chute, non? Non, là, il l'avait trouvé tout seul. Mais après, j'ai écrit une pièce pour la gaffe, sur mesure, qui s'appelle Pourquoi moi? Il a fait une grosse tournée, c'était il y a déjà 7-8 ans. Et parce qu'à l'époque, il voulait refaire du théâtre, juste avant que, entre deux émissions de télé, puis il a fait son film cinéma qui n'a pas marché, Le Baltringue. Du coup, ça l'a un peu démoralisé, et du coup, il a renoncé parce qu'il voulait la jouer. Et cette pièce, je l'ai toujours regardée, c'était pile poil pour lui. Enfin bon, voilà. Moi, j'avais une tendresse pour Pompon, bien sûr. Ah, ben, tout le monde avait une tendresse pour Et Pompon. puis j'aimais beaucoup un humoriste qui s'appelait Jean-Jacques Deveau, si je dis pas de bêtises. Jean-Jacques Deveau, Ouais, qui est très formidable. Bon. Mais Jean-Jacques aussi, il avait un sketch sur La Poste, il était drôle, il faisait un duo à un moment avec un autre, ils étaient tous les deux. Ouais. Éric Bonnet. Voilà, Bonnet et Deveau. Ah bah dites donc, vous avez... j'ai un petit peu de mémoire moi aussi. et ben Jean-Jacques, il a eu des petits soucis de santé récemment. Et là, j'ai refait un gala avec lui il y a 3-4 ans, mais il s'est bat un peu contre la maladie. Là, il a un petit souci, on lui a dû couper un tout petit bout de la jambe. Donc c'est triste parce que, mais c'est fou parce que, oh là là, la vie passe vite. Le nombre déjà de copains de la classe, Jean-Louis Blaise, que Guy Lux adorait, qui était un pilier des cabarets. Alors, il avait un tic. C'était quand même une histoire assez marrante. Et un peu à la Sarkozy, il bougeait toujours l'épaule quand il racontait ses trucs. Et en fait, ce tic, c'est incroyable, était venu parce qu'il faisait 5-6 cabarets par soir. Et il avait tellement peur d'arriver en retard au suivant que tout en jouant, il n'arrêtait pas de regarder sa montre. Ah, d'accord. Et du coup, c'était resté ce mouvement. En fait, c'était le mouvement de regarder l'heure pour savoir s'il arrivait en retard. C'est quand même incroyable. On change de sujet. Comment êtes-vous devenu le monsieur loyal du prestigieux festival de magie internationale d'Andrézieux? Eh ben ça aussi, c'est fait partie des plaisirs de la vie de ce métier. En fait, j'ai pendant 6 ans animé une émission sur la télé belge, RTBF, ça s'appelait Bon Week-end. J'écrivais beaucoup, ça c'est ma plume. Ma plume a toujours été, je dirais, un peu ma bouée de sauvetage dans ce métier. Et j'avais été engagé pour animer cette émission, et comme ça, j'ai pu fréquenter les gros poids lourds, je dirais, de la télé belge, qui sont devenus des poids lourds en France après, donc Michel Desgenef avec Tataillé. Et je crois d'ailleurs qu'il habite dans la région. Enfin, il habite plus la Haute-Loire, 42. Ouais, c'est à la frontière. Oui, on n'est pas très loin. Non, c'est vrai, il a passé la frontière, il avait son passeport. et voilà, donc du coup... Maryse Libersin qui s'occupe de la programmation de ce festival, qui en était à la 11e, on vient de terminer la 11e, ça y est, c'est parti pour dans 2 ans pour la 12e. D'ailleurs, cette édition a encore été un énorme succès, puisque les 3 représentations étaient archi-combles, avec un plateau fabuleux. Voilà, c'est déjà il y a 2-3 ans, Maryse m'avait contacté pour animer, et puis à l'époque, la date correspondait pas. Donc voilà, je suis arrivé comme ça, par Maryse et par Michel Desgenef, que j'étais très heureux de retrouver, et puis de retrouver parmi les artistes et d'en découvrir d'autres, mais à la fois aussi bien des jeunes comme Tim Silver avec ses grosses illusions qui sont incroyables, un rythme, voilà, il y a Juan Mayoral, un magicien espagnol. En fait, ce sont des inventeurs et des créateurs, quasiment tous ceux qu'on a vus. C'est-à-dire que ce sont des gens, après on va leur piquer leur tour, qui passent leur temps dans leur laboratoire à trouver des nouvelles formes de magie. C'est formidable. Un petit jeune Valentin qui fait du diabolo, c'est formidable. Et puis quelques grands noms, Laurent Beretta, roi des cartes, virtuose, lévitation, une chinoise. Il y avait vraiment de 4 coins Quand on dit festival international, c'est pas une appellation mensongère, parce qu'il y avait deux magiciens du Portugal, Tanamanga, mais incroyable, comme un film. Il vous joue une scène de film avec des trucages. Une chinoise, Wang Zheng, à la fois un numéro poétique qui joue avec l'air et puis qui fait des apparitions. Je vous ai parlé de cet espagnol. Non, c'est formidable. C'est vraiment 8 artistes. Ça représente un sacré boulot parce que ça représente tous les accompagnateurs et puis surtout, les magiciens ont toujours beaucoup de matériel avec eux. Donc c'est beaucoup de préparation. Et puis des danseuses, 8 danseuses plus jolies les unes que les autres qui sont de la région, qui sont à Roanne, revue Talon Aiguille. C'est Paris Spectacle. Oui, Paris Spectacle. Voilà. C'est un ami à moi, c'est Frédéric Arnaud qu'on salue. Ah bah bravo, parce qu'en tout cas, la qualité de ces danseuses, elles sont charmantes, elles sont ravissantes, et puis les chorégraphies et costumes. Non, puis surtout, on peut remercier publiquement, puisqu'ils doivent nous écouter, tous les bénévoles qui se donnent pour ce festival. C'est un sacré boulot, mine de rien, et qui savent drôlement bien accueillir et le public et les artistes. La municipalité d'Andrézieux-Bouthéon, bien sûr, son maire, M. Schalk. D'ailleurs, on va faire un petit clin d'œil au passage. On lance l'invitation à M. Schalk. S'il veut venir dans Rendez-vous avec, il est le bienvenu. Allez, Jean-Claude, venez, on vous attend. Puis le Théâtre du Parc est une très belle salle. C'est une magnifique salle. Je vais essayer de tenter de faire un petit peu d'humour,
Quel est votre lien avec la magie? Le fait de faire un métier magique? La magie des mots. Il y en a qui surprennent les gens avec des effets visuels. Moi, j'essaye de surprendre avec des effets textuels. C'est très bien dit. Comment avez-vous découvert votre autre don, la mémorisation? Grâce à la magie. À l'âge de 8 ans, j'étais passionné de magie. Comme tous les enfants, on m'avait offert une boîte de magie avec le petit maillet, l'œuf qui rentre dans le marteau, bon, etc. Et puis, il y avait sur un vieux livre de magie, il y avait une méthode de mnémotechnique vieille comme mes robes, si je puis dire, puisque c'est une méthode que déjà les Grecs et les Romains employaient il y a 2000 ans. Et voilà, donc avec une façon de... Puis ma grand-mère me faisait faire mon numéro de mémoire à la fin des repas de famille. Olivier va vous donner 800 mots et je faisais déjà, puis voilà. Puis après, je sais pas, un jour j'avais pas eu l'idée de le mettre dans mes spectacles. Puis un jour, Patrick Sébastien me l'a fait faire à la télé. Guy Lux me l'a fait faire en premier, en 82, où avec 100 mots, aller-retour, les gens avaient été épatés. C'est pas possible d'avoir une oreillette, ça doit être truqué. Puis après, j'ai rencontré un directeur chez Hachette. Il me dit, pourquoi tu ferais pas un livre? Le livre a très bien marché, j'en ai fait un deuxième, donc Mémoire d'éléphant le premier, après Mémoire au top, où je donne plein de trucs mnémotechniques, mais j'ai rien inventé, sauf que j'ai trouvé peut-être une façon amusante de travailler la mémoire. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez une si grande mémoire, quand vous allez être de retour à Paris, vous allez vous dire, le Stéphano à la casquette, vous allez en parler à tous les artistes pour qu'ils viennent faire l'émission à Saint-Etienne. Ah bah bien sûr, tu penses, Gilles Carle, ça y est, c'est... Gilles Charles. Charles. Oui, j'ai mal lu, pardon. Oui, tu penses, 100.9, ça y est, c'est gravé. Je suis en train de le graver tout en vous le disant. Une dernière anecdote, j'ai lu que vous aviez rencontré de nombreuses fois Louis de Funès. Saviez-vous qu'il avait vécu à Saint-Etienne? Ah non, ça j'ignorais. Ah, bravo. Vécu et s'est marié. Sa première femme était stéphanoise et il avait travaillé aux Nouvelles Galeries à Saint-Etienne. C'est vrai? Tout à fait. Ah. On est un peu fiers. Ah bah il y a de quoi. Mais quel bonhomme. Moi, souvent les gens qui disent, ah bah bon... vous avez démarré au cinéma dans Rabbi Jacob. Oui, je dis une phrase à la fin du film. Faut pas éternuer au moment où je passe parce que sinon vous ne me voyez pas. Mais surtout, j'ai vécu une semaine je dirais, incroyable où on n'était plus que 2 en lice pour la soupe aux choux. Et que du coup, ça m'a valu d'aller près de Nantes dans le château de Louis de Funès parce que le producteur Christian Fechner et Jean Giraud, le réalisateur, hésitaient beaucoup on était au conservatoire ensemble avec Jacques Villeray et ma pomme. Je correspondais à l'époque, j'étais beaucoup plus mince et beaucoup plus fluet. Comme moi. Voilà. Et je correspondais pile poil au personnage de la soupe aux choux, écrit par Monsieur Fallet, qui est l'extraterrestre. Donc j'avais travaillé le blablabla. Mais c'est vrai, et puis bon... Vous aviez écrit le texte aussi? Non. Donc ils hésitaient. Et puis bon, au bout d'une semaine, ça a été Villeray. On a fait tous les deux les essais qu'il a emportés, bien sûr. Mais c'est vrai que quand vous êtes jeune comédien et que vous êtes sur un rôle comme ça, premier rôle avec Jean Carmel, Louis de Funès, vous n'endormez pas pendant une semaine. Surtout que chaque jour, on me disait, ah, c'est toi qui l'as aujourd'hui. Ah non, et puis voilà. Comme ça. Avant de conclure, on a le sosie de Louis de Funès qui voudrait poser une question. Non, Olivier, en fait, tout à l'heure, vous parliez de Patrick Sébastien dans les gens que vous appréciez, etc. Vous avez ce qu'on appelle un petit peu la reconnaissance du ventre. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais interviewé il y a quelque temps Dany Larry. Et quand ça commençait à bien marcher pour lui, ses premiers spectacles, etc. Et à un moment, je lui ai dit, mais vous allez pouvoir continuer l'émission avec Patrick Sébastien, les tournées, etc. Et il m'a dit quelque chose, il m'a dit, en fait, j'oublierai jamais ce que je lui dois. Et si je dois me taper 15 heures d'avion pour venir enregistrer 10 minutes à son émission, et ben je me taperai les 15 heures d'avion. C'est bien. Et malheureusement, il y en a peu dans le métier qui ont la reconnaissance du ventre comme ça. Patrick a été très déçu humainement par des très grands noms, des très grandes vedettes, je dirais pas qui, des vedettes de l'humour, à qui il a tendu la main, qu'il a produit à son départ et qui lui ont craché dans le dos, disant, oh ben non, Patrick Sébastien, c'est un beauf, etc. C'est lamentable. Mais bon, qu'est-ce que vous laissez comme ça, hein? C'est Woody Allen qui résumait, il avait un mot en disant, n'oubliez jamais que les gens que vous croisez en montant seront les mêmes que vous recroiserez en descendant. Olivier Lejeune, je vous remercie d'être venu, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. J'ai envie de finir en vous posant cette question-là. Au final, de tout ça, est-ce qu'il ne vaut pas mieux en rire? Ah bah évidemment qu'il vaut mieux en rire. Ça serait génial de quitter cette planète dans un grand éclat de rire. Merci beaucoup en tout cas, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Et puis on donne rendez-vous, donc c'est tous les 2 ans le Festival de la Magie. Hein. Voilà, donc prochaine édition, la 12e Festival international d'Andrézieux. On peut remercier les Dauphins Magiques, parce que c'est vraiment une association fabuleuse de bénévoles. Maryse Niversin, Michel Desgenèves, le parrain du festival. Donc rendez-vous bien sûr en 2018, mais il faut s'y prendre à l'avance. Hein. Les places là, ça fait 2 mois que c'était déjà complet là, cette édition, la 11e. Et nous on va faire un tour de magie, on va se faire disparaître et on revient la semaine prochaine. Au revoir Philippe, au revoir Monsieur Lejeune. He don't want to be next
and a family to protect. So just last week he bought himself a gun. Everybody got a pistol.